L'Inde adopte une politique internationale équilibrée dont l'objectif est de desservir le mieux possible ses intérêts. Le conflit ukrainien qui a débouché sur la mise en place d'un nouveau rideau de fer en Europe et un regain de la concurrence à l'international est une véritable opportunité pour ce pays. Tantôt ouverte sur les investissements américains, tantôt importatrice de l'armement ou des hydrocarbures russes, son rival régional, la Chine, est aussi un cas particulier. Si les tensions sont bien réelles à la frontière nord, que l'Inde est membre de l'alliance du Quad qui est là pour contrebalancer le poids de la Chine dans l'Indo-Pacifique, elle est aussi un partenaire de la Chine au sein des BRICS et membre de l'organisation de coopération de Shanghai. Le dialogue se poursuit et la tendance est même plutôt à un apaisement à mesure que l'initiative des BRICS gagne en importance. L'Inde est très loin d'être simplement un allié de l'Occident face à la Chine et elle maintiendra son indépendance politique avec des implications dans la rivalité sino-américaine. L'Inde, une nation qui monte dans le silence des médias, c'est parti. J'en profite pour tous vous remercier qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube lancée il y a bientôt 5 ans. Notre objectif initial était de démocratiser la géopolitique réaliste et c'est mission réussie puisque vous êtes des centaines de milliers dans le monde entier à nous écouter chaque semaine. Votre soutien est très important pour la chaîne, alors n'oubliez pas d'aimer, d'écrire un commentaire pertinent sous la vidéo et de partager. Pour ceux qui veulent aller plus loin et apprendre en conséquence, je vous recommande de vous procurer la revue numérique Terabellum. Notre 5e numéro vient de sortir et porte sur le Moyen-Orient, ses puissances, ses intérêts, ses défis. Le but de cette revue est de mettre en avant des chercheurs spécialistes qui sont inconnus du grand public. J'en profite pour faire un appel également aux spécialistes, doctorants et chercheurs. Notre prochain numéro portera sur l'Indo-Pacifique, alors si vous ou l'une de vos connaissances serait intéressé pour y écrire une analyse, contactez-nous à auteur@terabellum.fr. J'insiste sur le degré des qualifications bien sûr, de l'expérience et d'un très bon niveau de français qui sont nécessaires. Notre revue a d'ailleurs déjà permis de mettre en avant certains auteurs et nous sommes toujours à la recherche de partenariats sur la durée avec des associations également. Je vous souhaite un très bon visionnage à tous et j'espère que cette vidéo vous plaira. Il faudrait d'abord se pencher sur la position de l'Inde. À la fin du mois d'août se tiendra le sommet des BRICS en Afrique du Sud. En septembre se tiendra le sommet du G20 à New Delhi en Inde. La position géopolitique de l'Inde cette année 2023 est de plus en plus perceptible. Amitabh Kant, le Sherpa du G20, l'émissaire du G20, a déclaré en marge du sommet, je cite, que la guerre du Kremlin en Ukraine avait détourné le monde de problèmes mondiaux plus urgents, ajoutant que l'Europe ne peut pas paralyser la croissance, la pauvreté, la dette mondiale, toutes les questions de développement dans le monde entier, cette seule guerre peut-elle paralyser le monde entier ? Avant de conclure que le monde devait aller de l'avant et que l'Europe devait trouver une solution à ces défis. En d'autres termes, la position indienne est la suivante. Le monde avance, les problèmes en Ukraine ne concernent pas toutes les puissances et la communauté internationale a des défis qu'il ne faut pas oublier et qui concernent des milliards d'individus, dont l'Inde, le pays le plus peuplé dans le monde depuis cette année 2023, qui se veut être le porte-étendard des nations du Sud. Ces remarques plutôt fortes en amont du G20 font suite à des commentaires similaires du ministre indien des Affaires étrangères, Jai Shankar, qui a déclaré que l'Europe devait sortir de l'idée que ces problèmes sont les problèmes du monde, alors que les problèmes qui affectent la communauté internationale ne préoccupent pas les Européens. C'est un langage qui est considéré comme très dur de la part de l'Inde. Certains ont pu le voir comme un retournement de la politique indienne. Dans les faits cependant, l'Inde avec la Chine a toujours été depuis son indépendance dans les années 50 en compétition pour être la voix portante de ce qu'on nomme aujourd'hui le Grand Sud, les pays en développement, ce qu'on nommait autrefois le tiers-monde, c'est-à-dire le monde peu industrialisé. Plus encore, dès son indépendance et la période du Premier ministre Nehru, l'Inde a adopté dans un contexte de guerre froide une politique non alignée qu'elle maintient aujourd'hui, ceci au détriment de l'Occident, mais aussi au détriment des BRICS par exemple, où la Chine et la Russie, eux, sont en faveur d'un durcissement de la politique des BRICS face à l'Occident. L'Inde avec le Brésil et l'Afrique du Sud, quant à eux, sont beaucoup plus flexibles. La deuxième explication à cette diplomatie indienne dans l'actualité, c'est que l'Inde a évité de condamner la Russie pour son intervention en Ukraine. Et cela, dans son propre intérêt, c'est de la pure realpolitik indienne. New Delhi a fortement augmenté ses importations de pétrole à prix cassé en provenant de Moscou, que ce soit pour sa propre consommation, mais aussi tout simplement pour les revendre plus cher et toucher une marge.
L'Inde continue d'importer des armes depuis la Russie, bien que son complexe militaro-industriel est de plus en plus souverain. Et enfin, l'Inde n'a aucun intérêt à dénoncer ou s'engager ouvertement contre la Russie, justement car sa position de guide du Grand Sud lui impose au mieux la neutralité dans les affaires politiques européennes. En aucun cas, elle n'a d'intérêt à s'engager dans un conflit en Europe de l'Est de manière ouverte. Plus encore, se ranger du côté ukrainien serait se ranger du côté états-unien, États-Unis qui éclipserait de fait l'image de l'Inde dans le monde et sa position souveraine. La modération et l'équilibre diplomatique ont historiquement été les principes déterminants de la doctrine de politique étrangère de New Delhi. Et il faut comprendre toutes ces subtilités qui sont la base d'une bonne compréhension de la politique indienne. Et c'est pourquoi, pour discuter avec l'Inde, il ne faut pas imposer ses propres volontés, mais trouver un terrain d'entente gagnant-gagnant. Exemple le plus récent, c'est la visite de Modi en France pour le 14 juillet. Côté français, la communication a été faite sur deux thèmes principaux, l'Ukraine et le climat, c'est-à-dire deux thèmes sur lesquels le dialogue avec l'Inde est quasi inutile. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur les BRICS+, vous savez que le climat c'est probablement la prochaine grande crise qui arrivera sur le devant de la scène géopolitique après l'Ukraine, et que le Grand Sud s'y prépare déjà. Côté indien, Modi a slalomé entre ces questions. Et le fond du sujet qui a été peu médiatisé, c'est-à-dire qui est le plus intéressant, ça a été les opportunités d'exportation d'armements français en Inde, puisque l'Inde cherche à diversifier ses importations stratégiques. Et la France est, comme pendant la guerre froide, une puissance qui permet justement d'équilibrer entre la Russie et les États-Unis. Il y a aussi eu des discussions autour des enjeux de sécurité dans l'océan Indien, qui concernent aussi la France. Et enfin, la France, du point de vue de l'Inde, incarne toujours historiquement cette puissance occidentale qui n'est pas trop proche des États-Unis, voire même qui défend l'idée d'un monde multipolaire. Tout ça nous venant bien sûr de l'héritage gaulien. Alors c'est matière à débat, mais c'est en tout cas comme ça que l'Inde voit la France dans l'histoire avec un grand H, plus que sur quelques mandats présidentiels. De même, Modi et le chancelier allemand se sont également rencontrés puisque l'Allemagne est un investisseur important qui permet d'apporter des capitaux à l'Inde dont elle a besoin pour son développement. L'Inde a aussi été récemment en discussion avec le Japon pour essayer de trouver un terrain d'entente autour de la configuration d'un ordre dans l'Indo-Pacifique qui lui soit également favorable. Alors si l'Inde tient profondément à sa politique de non-alignement, puisqu'elle est un membre fondateur justement du mouvement des non-alignés, elle tient aussi au monde multipolaire, mais elle est aussi un partenaire important de l'Occident et des États-Unis. Au cours des 3 décennies qui ont suivi la guerre froide, l'Inde s'est considérablement rapprochée de l'Occident, en particulier des États-Unis. Plus récemment, New Delhi est devenu un partenaire clé des États-Unis et un élément important des efforts de Washington pour contrer la Chine dans l'Indo-Pacifique, comme en témoigne son adhésion à l'alliance de sécurité Quad. Mais encore ici, même au sein du Quad, l'Inde a été critiquée justement car elle veut avant tout que cette alliance soit commerciale, économique, plus que militairement orientée contre la Chine. Pendant ce temps, il existe aussi une collaboration stratégique croissante entre les États-Unis et l'Inde, en particulier dans les domaines de l'économie, de la défense, de la technologie, des domaines clés qui sont essentiels au bon développement du pays. Un autre élément intéressant de la diplomatie indienne, c'est qu'elle s'est montrée très critique envers les Européens, je l'ai énoncé en début de vidéo, mais dans les faits, Washington est le fer de lance des efforts occidentaux pour soutenir l'Ukraine face à la Russie. Les Européens, en termes de valeurs, sont des acteurs secondaires de ce qui est un impératif stratégique américain, et la France et l'Allemagne ont d'ailleurs été, au sein du bloc continental, plutôt réticents à s'opposer à la Russie en raison du coût économique. En fait, il est clair que l'Inde, dans ses paroles, par l'intermédiaire européen, critiquait la stratégie américaine, mais de manière indirecte pour ne pas froisser l'administration américaine et continuer à bénéficier de ses divers avantages. Mais le jeu de dupes marche aussi dans l'autre sens. Washington ferme les yeux puisque les États-Unis ont besoin de l'Inde comme pivot face à la Chine, et New Delhi, pendant ce temps-là, augmente ses échanges commerciaux avec Moscou, voire même l'aide à contourner les sanctions. Il y a en fait une sorte d'accord informel autour du partenariat indo-américain, l'un comme l'autre ayant chacun des besoins précis et trouvant des intérêts mutuels. Et c'est très intéressant de voir la position états-unienne vis-à-vis du nationalisme indien. Les États-Unis ferment totalement les yeux sur l'émergence du nationalisme indien et hindou sous le gouvernement Modi, là où par exemple en Europe, cette tendance est sujet à beaucoup plus de critiques. Mais si l'Inde ne subit pas de pression particulière de la part de l'Occident, alors pourquoi a-t-elle été aussi critique vis-à-vis du comportement occidental ? Eh bien c'est parce que l'Inde a une place dans le monde à conquérir.
L'Inde s'affirme clairement sur la scène mondiale. Il y a un peu plus de 6 mois, l'Inde a remplacé le Royaume-Uni en tant que 5e économie mondiale en PIB brut. C'est extrêmement symbolique puisque l'Inde passe devant son ancien colonisateur. L'Inde est aussi l'un des plus gros importateurs d'armement au monde. Également, à la mi-février, la plus grande compagnie aérienne indienne, Air India, a acheté près de 500 jets commerciaux au prix de 132 milliards de dollars, et tout ça suivi quelques mois après par la société low cost Indigo qui l'a complètement pété les records puisqu'elle a commandé 500 Airbus A320, c'est la plus grosse commande d'un appareil dans l'histoire. L'Inde a dépassé la Chine pour devenir en 2023 le pays le plus peuplé au monde. L'Inde est un monde en fait à elle seule. C'est un géant qui s'éveille lentement, qui a de nombreux défis en interne, que ce soit le chômage qui atteint les 15% en zone urbaine, les quelques 228 millions de pauvres en 2022, mais en 15 ans, l'Inde a aussi sorti 415 millions de personnes de la pauvreté. Mais ça évidemment, ce serait plutôt un sujet pour une vidéo sur la politique interne. En tant que puissance, l'Inde est au cœur de la politique d'équilibre face à la Chine dans l'Indo-Pacifique. Cette position est presque idéale, dans le sens où l'Inde parvient à se rendre indispensable pour le maximum de puissance, que ce soit les États-Unis pour peser face à la Chine dans l'Indo-Pacifique, le Japon dans une logique similaire, la Russie qui y déverse ses hydrocarbures et son armement, la France qui y trouve un client pour son complexe militaro-industriel et un partenaire dans l'océan Indien. Tout cela permet à l'Inde de tirer le meilleur des partis et de placer ses intérêts en avant. L'émergence de New Delhi en tant qu'acteur mondial survient en plus à un moment de grands changements stratégiques dans le monde. Le conflit en Ukraine traîne en longueur, on l'avait déjà anticipé dans nos vidéos de janvier et septembre sur ce même conflit que je vous invite à revoir. Ce conflit occupe le continent européen et la Russie. Dans le même temps, l'ascension de la Chine a atteint un point d'inflexion, j'en ai d'ailleurs parlé dans une de mes dernières vidéos, et la Chine doit résoudre ses problèmes en interne pour retrouver sa croissance. De leur côté, les États-Unis cèdent de plus en plus de terrain dans le monde, ils délèguent de plus en plus, et eux-mêmes sont confrontés à des défis majeurs à l'intérieur, et une division profonde dans la société et la politique, avec les élections américaines qui vont être particulièrement tendues en novembre 2024. Et c'est pour cela que l'Inde se trouve parfaitement à sa place. L'Inde est véritablement la puissance qui arrive à porter la fameuse phrase de Charles de Gaulle « Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». Et ce serait une erreur d'ailleurs pour les États-Unis de voir l'Inde comme un allié, tout comme le Japon ou la France. L'évolution politique intérieure de l'Inde, avec la montée du nationalisme, pourrait à terme d'ailleurs compliquer ses relations avec les États-Unis et plomber les efforts de New Delhi pour projeter une influence internationale. Plus important encore, les intérêts américains et indiens ne s'aligneront pas toujours. Il suffit de regarder les relations actuelles de l'Inde avec la Russie sous le nez de Biden. Il suffit de regarder le ton bien différent lors du G20, dont les enjeux sur le climat diviseront les puissances, avec l'Inde et la Chine comme les deux superpuissances qui représenteront le Grand Sud en développement, qui a besoin des énergies fossiles, face à l'Occident qui lui est dans une logique de réforme du système énergétique. Mais pour le moment, à court et moyen terme, l'Inde est aussi en plein changement, à mesure que le système international évolue et il y a des opportunités à saisir. Actuellement, New Delhi dépend fortement de Moscou pour ses besoins de défense, mais la guerre en Ukraine a bien sûr perturbé ses chaînes d'approvisionnement et perturbé la modernisation qui était en cours de l'armée indienne. C'est ainsi que les États-Unis en 2e position et la France en 3e position se sont taillés une part de marché dans le pays. Mais dans le même temps, l'Inde est en train de développer petit à petit son propre complexe militaro-industriel. On avait d'ailleurs fait une ancienne vidéo sur l'armée indienne, et il faudrait en faire une nouvelle tellement il s'est passé des choses entre temps. Enfin, face à la Chine, l'Inde ne veut pas être un simple partenaire mineur dans les efforts américains pour contrer la Chine. Elle veut en être sa propre chef, elle veut pouvoir porter sa propre voix et ses propres intérêts. Pour autant, les États-Unis sont aussi un partenaire et ont par exemple aidé à prévenir une progression chinoise à la frontière nord du pays il y a quelque temps de cela. C'est là la grande complexité de la position de l'Inde en tant que puissance qui, j'espère, sera plus claire après cette vidéo. Et pour les États-Unis, c'est une première également. Ils ont pour la première fois en face d'eux une véritable puissance, un partenaire économique, militaire tant que cela va dans ses intérêts, et qui ne compte pas devenir un vassal. On verra dans les années à venir si l'Inde arrive à conserver cette place unique en équilibre sur l'échiquier géopolitique. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura offert un panorama suffisamment complet de la géopolitique complexe de l'Inde à travers le monde. Si vous avez des éléments à ajouter, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pensez-vous que l'Inde a un potentiel pour devenir une superpuissance à terme? Pourra-t-elle réussir à maintenir cet équilibre qu'elle fait actuellement au sein de la diplomatie mondiale? N'hésitez pas bien sûr à y répondre et poser vos arguments
en commentaire. Je vous recommande également la revue Terra Bellum, la géopolitique en vidéo c'est très bien, mais la lecture c'est mieux. Alors si vous voulez à la fois soutenir la chaîne, soutenir des auteurs qui méritent d'être connus, eh bien n'hésitez pas à vous procurer les différents numéros de notre revue Terra Bellum. Le dernier porte sur le Moyen-Orient. Nous sommes également à la recherche de contributeurs pour notre prochain numéro qui portera sur l'Indo-Pacifique. Alors n'hésitez pas, si vous avez les compétences requises, à nous contacter à auteur@terrabellum.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine.